Un double bonsoir et remerciements à la fois à vous qui êtes ici ce soir au Centre Sèvres et à ceux qui viennent de nous rejoindre donc en direct pour la diffusion donc de cette ultime rencontre de la saison 21-22, consacrée, comme vous le voyez, à une exposition qui s'est ouverte le 13 avril et qui s'achèvera le 21 août et qui s'appelle le Théâtre des émotions. Alors, si vous regardez attentivement l'affiche que j'ai mise en ouverture de cette rencontre, vous allez voir Durer, Fragonard, Courbet, Lautrec, Dali, Picasso, Rodin, oui, bien sûr. Mais je dirais, ce qui est intéressant, et c'est sur quoi je vais mettre l'accent, c'est sur la présence de toiles, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu, peut-être vous les avez vues plusieurs fois et vous les connaissez très bien, et ça correspond un tout petit peu à ce qui m'arrive de dire de temps en temps. Le petit danger que nous avons, c'est de ne voir que des chefs-d'œuvre. Et il n'est pas mal de temps en temps de voir de beaux tableaux, mais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre et qui permettent justement, parce qu'on les regarde attentivement, peut-être de mieux comprendre ce qu'est un chef-d'œuvre. Vous avez vu que nos amis de Cannes sont à la sortie. Ils ont rassemblé énormément de choses. Dans le cadre direct de l'exposition, il y a bien sûr un catalogue qui a été publié chez Azan, qui est à votre disposition à la sortie. Et puis, contrairement au moment où il y a 3 hors-série de beaux-arts, de dossiers de l'art et de connaissances des arts, ici, il y a un seul hors-série qui a été fait par connaissance des arts. Et puis, malheureusement, pardon, parce que je fais une bêtise, malheureusement, ils n'ont pas pu se procurer parce que ce sont des histoires de… Vous savez que le monde de l'édition en ce moment est très secoué, à la fois par l'augmentation assez vertigineuse du prix du papier et puis par la concentration autour du groupe Bolloré qui fait que, voilà. Et donc, vous avez ici quelque chose que je ne saurais trop vous recommander d'essayer de vous fournir, bon, qui est le texte de Charles Lebrun sur l'expression des passions, dont nous allons parler dans un instant. Et c'est ça par lequel je vais ouvrir, peut-être le petit regret, mais bon, très, voilà, c'est que Charles Lebrun, qui est un peintre évidemment relativement central, en particulier dans la peinture française du XVIIe siècle. Bon, vous le savez, il y a la fameuse phrase de Voltaire dans le siècle de Louis XIV, hein, le 17 août 1661, à 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France, à 2 heures du matin, il n'était plus rien. Et un des aspects de la royauté de Fouquet, c'est qu'il avait réussi à rassembler autour de lui 3 personnes, l'un qui était évidemment l'architecte Levaux, l'autre qui était le jardinier Lenôtre et le troisième qui était le peintre Lebrun. Et ces 3 personnages-là, suite à ce qui s'est passé à Vaux-le-Vicomte le 17 août 1661 et dans les jours suivants, début septembre, avec l'arrestation de Fouquet à Nantes par d'Artagnan et son transfert au château d'Angers, ces 3 personnages, Levaux, Lebrun, Lenôtre, se sont retrouvés tout d'un coup sans activité à Vaux-le-Vicomte et donc ils sont partis travailler à Versailles. Alors, dans la carrière de Lebrun, évidemment, il y a à la fois les portraits officiels. Vous voyez ici le fameux portrait du chancelier Sellier. C'est le chancelier Sellier qui a essayé d'obtenir, sous la pression extrêmement intense de Louis XIV, la condamnation de Fouquet à mort. Et vous savez que cette condamnation n'a pas été obtenue, en particulier, bien sûr, parce que Fouquet a bénéficié de la défense du premier membre de la famille d'Ormesson à parvenir à une notoriété, puisqu'il a été défendu par Olivier Lefebvre d'Ormesson, et que quand Olivier Lefebvre d'Ormesson, avec l'ensemble des défenseurs de Fouquet et l'ensemble du Parlement de Paris, a été soumis à une pression répétée de la part de Louis XIV pour obtenir la condamnation à mort de Fouquet, d'Ormesson a répondu cette phrase magnifique: « La cour rend des arrêts,
non des services. Alors, évidemment, ça n'a pas favorisé le développement de la carrière de d'Ormesson, mais on ne va pas s'arrêter de parler de ça. Charles Lebrun, c'est évidemment un peintre du XVIIe siècle. C'est donc quelqu'un qui fait dans ce qu'on appelle le grand genre. Et le grand genre, ça suppose un choix de sujet qui vient directement de deux antiquités, une antiquité gréco-latine et une antiquité judéo-chrétienne. Alors, je vous ai mis ici une antiquité gréco-latine avec un tableau de Charles Lebrun qui représente un héros des débuts de la Rome antique, Horatius Coclès, qui défend le pont du Sublicius. Et vous voyez évidemment que la victoire et la renommée est en train de le suivre et de préparer la couronne de laurier qui va être déposée sur sa tête ou sur son casque. Donc, sujet emprunté à l'Antiquité gréco-latine et puis sujet emprunté à l'Antiquité judéo-chrétienne, la préparation du martyre de Saint Jean, qui va être trempé dans une grande cuve pleine de, enfin, évidemment pleine d'huile bouillante. Vous savez qu'il se sortira de ce mauvais pas pour pouvoir partir à Patmos et écrire, évidemment, l'Apocalypse. Alors, ça, c'est vraiment de l'ordre des passages obligés d'un peintre qui est le premier peintre du roi. Et puis, il y a un tableau que j'ai eu la chance de découvrir il y a longtemps, à une époque où j'allais régulièrement à Salzbourg, dans le musée de la résidence de Salzbourg. Vous avez ce très beau portrait, qui est le portrait de Nicolas Lebrun, le père de Charles Lebrun, par effectivement le fils Charles. Et vous voyez qu'en dehors des sujets du grand genre obligé, hein, il y a une acuité du regard de Lebrun sur le visage de l'autre, en particulier ici son père, qui est assez étonnante. Alors, ce que j'ai un tout petit peu regretté dans l'exposition, c'est que on fait allusion à, mais on ne développe pas du tout, ce qui est quand même un des travaux assez étonnants de Charles Lebrun, c'est-à-dire cette préoccupation physiognomique, c'est-à-dire l'idée qu'on va essayer de déduire des caractéristiques psychologiques d'une configuration physique du visage. Et en particulier, montrer comment le fonctionnement psychologique révélé par la configuration physique est en fait lié à des références animales. Et vous avez ici, bien sûr, probablement l'idée d'un personnage rapace et dévorateur, assimilé avec l'aigle. Alors, comme toujours, évidemment, il y a plusieurs versions dessinées, gravées, et vous retrouvez ici ces trois personnages qui sont probablement, sinon le même personnage, au moins deux personnages dont l'un est vu de profil et l'autre à la fois de face et de profil. Mais vous allez voir, par exemple, qu'on peut lier. Oui, c'est quand même assez étonnant de penser que le premier peintre du roi, obligé de représenter Horatius Coclès et le martyr de Saint Jean, finalement, peut-être que ce qu'il aimait le plus faire, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire une réflexion sur, au fond, l'identité, une réflexion sur ce que le visage révèle de chacun d'entre nous dans les relations qu'il entretient éventuellement avec une animalité qui est rappelée systématiquement en haut de la feuille. Voilà. Alors, ça, c'est l'aspect physiognomique, c'est-à-dire comment dégager des caractéristiques psychologiques à partir d'un regard sur le physique d'un individu. Je crois que Charles Lebrun s'est assez vite aperçu que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mécanisme d'association entre l'humain et l'animal afin d'en tirer des conclusions sur l'humain était probablement un tout petit peu problématique. Par contre, il n'a jamais renoncé à essayer de formuler
le sentiment, l'émotion en un fonctionnement du visage. Et ça a été l'objet de cette conférence dont le texte apparaît dans ce volume d'Agora Pocket que je vous ai présenté tout à l'heure, la conférence de M. Lebrun à l'Académie, bien sûr, de France, sur l'expression générale et particulière qui date de 1668. Et vous voyez que ces conférences ont été illustrées de dessins, plus tard gravures, bien sûr, réalisées par Lebrun pour trouver, alors sans référence à l'animalité cette fois, en tout cas des expressions du visage qui correspondent aussi parfaitement que possible à un sentiment, une émotion, puisque l'exposition s'appelle le théâtre des émotions. Ici, la haine. Ici, un autre mouvement violent. C'est assez étonnant de penser que c'est Lebrun qui réalise ce genre d'image. Et je vous ai juxtaposé ici, évidemment, parce qu'à chaque fois, il y a une manière de fonctionner sur plusieurs aspects du visage, ou au moins un des deux visages qui est présenté, et de face et de profil. En haut à gauche, le mépris et la haine. En bas à droite, le rire. Et puis, ici, l'admiration. Et ici, au contraire, évidemment, quelque chose qui va plutôt du côté de quelque chose qui a à voir avec l'abattement. On voit bien l'effondrement des sourcils, des paupières, des yeux, la bouche. Et alors, évidemment, ces moments de dessin ont fait l'objet de transpositions en gravure, comme par exemple ici l'admiration, le désir, dont vous sentez évidemment l'aspect vorace, si je puis dire. Ici, le pleurer. Ici, l'effroi. Là, la haine ou la jalousie. Une des plus extraordinaires est probablement ce désespoir. Et puis, la tristesse qui conclura ce regard sur le brin. Alors, ce qu'il faut voir, et on l'oublie parfois, c'est que le travail de Lebrun a été regardé par des gens un peu surprenants, comme par exemple ce Zurichois qui s'appelle Johann Caspar Lavater et qui est connu chez les psychologues, chez les psychanalystes, comme quelqu'un, là aussi, qui a énormément travaillé sur les rapports entre motion du visage et révélation de la psychologie incarnée dans ces motions du visage que vous retrouvez ici. La variété des expressions correspondant évidemment à la variété des émotions. Et vous voyez par exemple que on a ici ce qui a été au départ probablement un dessin de Lavater et qui a ensuite été gravé par un graveur anglais. Et vous avez là l'idée, évidemment, que les fameux tempéraments hérités de la théorie des humeurs, qui étaient tombés complètement en désuétude à l'époque, mais qui servaient encore de capacité à distinguer pour unir les degrés du savoir, comme disait l'autre. Vous avez le flegmatique en haut, le colérique à droite, vous avez le sanguin à gauche en bas, et puis vous avez le mélancolique à droite en bas aussi. Et donc, bon, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais je pense que vous voyez que on ne définit plus les gens par la vertu ou par l'adhésion à une vérité peut-être de foi, on les définit par une certaine forme d'émotion. Et c'est vrai que on a ici, par exemple, dans cette illustration pour les essais de la physiognomie, alors si vous cherchez ce genre d'illustration, vous allez les trouver sur le site, évidemment,
de groupe dans lequel on reconnaît évidemment l'importance de gens comme John Locke ou David Hume. C'est-à-dire des gens qui vous disent, au fond, vous ne savez rien a priori du monde. Ce que vous savez du monde, c'est la sensation qui vous l'apprend. Et je vous rappelle de la phrase essentielle de Locke, Nihil est in intellectu, quod fuit prius in sensu. Il n'est rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens. C'est-à-dire que toute votre connaissance du monde vient de la sensation physique. Et vous voyez bien que l'émotion est probablement le résultat de la sensation physique. Et donc, vous n'êtes plus défini par ce que vous croyez, mais vous êtes défini par ce que vous sentez. Et la façon dont vous sentez va se révéler dans, effectivement, l'émotion. Et vous allez construire votre rapport au monde à partir de ça. Si je touche ça, je souffre, douleur. Si je touche ça, c'est agréable, plaisir. À partir de ce moment-là, je vais mettre en marche la mémoire pour me souvenir que quand je touche ça, c'est de la douleur. Et donc, à partir de maintenant, je vais éviter ça et ce qui lui ressemble. Par contre, quand je touche ça, je ressens du plaisir. Et donc, je vais rechercher ça ou les choses qui lui ressemblent. Et on sort probablement là d'une humanité qui est définie par son rapport à la transcendance pour arriver à une humanité qui est définie par son rapport à l'immanence, c'est-à-dire, encore une fois, les sensations et à partir des sensations, les émotions. Et le problème n'est plus tant le bien ou le mal métaphysique ou éthique que le plaisir et la douleur sensorielle quotidienne exprimés dans, effectivement, l'émotion. Alors, en dehors de Lebrun et de Lavater, vous avez un personnage assez étonnant qui s'appelle Franz Xavier Messerschmitt, dont il y a une seule œuvre à l'exposition, ce qui est un peu dommage, mais c'est toujours mieux que rien. Et en tout cas, pour ceux d'entre vous qui connaissent Vienne, et en particulier les deux belvédères, vous savez qu'au bas belvédère, vous avez une série assez remarquable de ces bustes tout à fait surprenants de Messerschmitt qui traduisent à la fois la radicale singularité de la sensation et de l'émotion et à quel point cette radicale singularité de la sensation et de l'émotion fait du sujet un événement quasi unique au moment où elle ou il est soumis à l'intensité de. Que ce soit une sorte de renfermement en soi-même, que ça soit une perception du monde qui suggère le doute, ou qu'on retombe effectivement sur la question de l'horreur exprimée par le hurlement. Alors, ce qu'à mon avis l'exposition permet, je vous l'ai dit, c'est de retrouver des peintres mineurs, mais de s'intéresser peut-être moins à l'esthétique qu'au contenu, et de relier ce contenu, évidemment, avec l'évolution de l'histoire des idées, de l'histoire des sociétés, etc. Et un des personnages qui figure de manière assez majeure à l'exposition, c'est cet homme qui s'appelle Louis Boilly, qui est né en 1761, qui est mort en 1845, et qui vous dit les visages des héros, les visages des dieux, c'était bien, mais ça n'existe plus. Ce qui compte, c'est tout simplement les visages des gens ordinaires dans le contemporain, qui ne sont jamais exempts, effectivement, d'une certaine dérision,
mais dont la présence du dérisoire n'est en aucun cas une réduction ou une suppression de l'émotion. Il y a une sorte de coprésence de la dérision. On n'est plus dans le monde des héros, on n'est plus dans le monde des dieux, on est dans le monde des gens simples et des gens un peu dérisoires, quasi grotesques. Mais la présence de cette dérision et du grotesque ne doit en aucun cas nous dispenser de nous demander quelle émotion suscite en nous la perception de l'émotion, même dérisoire ou même grotesque, de l'autre. Et alors, cette espèce de pluralité diverse du réel, qui est finalement le lieu de notre quotidien, ces visages que nous voyons dans le métro, etc., Boilly s'amuse comme un petit fou à, par exemple, réunir ici, dans une image, vers 1825, 35 têtes d'expression. Et je pense que chez Boilly, de façon peut-être un peu provocatrice, il y a cette idée que, attention, plus vous êtes sensible à la variété des émotions, plus probablement vous êtes dans l'humain. Au fond, ce qui fait votre rapport légitime à l'humanité, c'est cette capacité, certes, de vous laisser surprendre, mais en même temps de vous laisser fasciner par la diversité de la manière d'exprimer des émotions comme forme de présence au réel. Et alors, cette idée, si vous voulez, que j'ai déjà exprimée du nihil est in intellectu quid not fuit prius in sensu, par exemple, Boilly s'amuse à vous représenter ici les 5 sens. Parce que les 5 sens, c'est le moyen par lequel je connais le réel. Ah, mais je pensais qu'on connaissait le réel par la révélation contenue dans les textes sacrés. Oui, oui, vous pouvez continuer à penser ça si vous le souhaitez, mais n'oubliez quand même pas que le rapport au réel, il passe par les sens. Et alors, vous avez effectivement ici le toucher. Vous voyez bien qu'ici, c'est le goût. Là, c'est l'odorat. Là, c'est l'ouïe. Et là, c'est la vue. Et vous pouvez soit vous enfermer dans ces 5 sens, soit faire des 5 sens le lieu d'une véritable ouverture sur la différence ou la diversité. Alors, l'exposition vous dit, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais elle le dit et elle tente de le démontrer, je trouve, de manière assez convaincante, que finalement, pendant très longtemps, les émotions ont été manifestées par les objets plutôt que par la représentation des émotions. C'est-à-dire que si vous regardez ce maître de la légende de Sainte-Madeleine, qui peint Marie-Madeleine vers 1525, alors vous voyez bien que Marie-Madeleine est en larmes. Et probablement elle est en larmes à cause de la mort du Christ. Ce qui explique qu'elle est à la main le pot d'onguent, qui a déjà servi lorsque, vous savez, elle est allée laver, après sa conversion, elle est allée laver les pieds du Christ avec ses larmes, les sécher avec ses cheveux, et puis ensuite les oindre d'un art précieux qui a fait réagir Judas de manière un tout petit peu, on aurait mieux fait de dépenser ça pour les pauvres. Hein, voilà. Et là, très probablement, elle est en route vers le sépulcre pour rendre au corps du Christ crucifié ce qui lui est dû. Et alors, vous verrez qu'il y a 2 objets qui traduisent probablement la douleur et le deuil, le mouchoir et le pot d'onguent. Et si vous regardez attentivement, je vous promets que j'ai regardé attentivement en me disant, bon voilà, hein, vous ne voyez pas de larmes. Et c'est là la différence avec, par exemple, le tableau qui sert d'affiche à l'exposition et de couverture au catalogue. Vous voyez bien qu'ici, on vous met les larmes. L'idée, c'est que
ce n'est pas quelque chose que vous ressentez de manière discrète et qui ne se manifeste pas de manière visible, là, c'est très visible. Et vous voyez, puisqu'il est question dans la fiche de l'exposition de la présence de Dürer, hein, cette gravure de Dürer qui s'appelle le violent. La violence est plus dans les gestes qu'elle n'est véritablement dans les visages. On a l'impression que les visages ne trahissent pratiquement aucune émotion et qu'il est vrai qu'il y a de la violence dans le tableau, mais que la violence est plutôt dans les gestes et dans la composition que dans le lieu essentiel de l'émotion qui est bien sûr le visage. Et ici, vous avez ce portrait d'un artiste anonyme, d'une femme portant l'ordre du cygne, hein, vers 1490, au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid. Hein. Là aussi, elle tient à la main un œillet, qui est le symbole de la fidélité. Alors, de quel type de fidélité s'agit-il? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'apparaît pas clairement quand vous regardez son visage. Alors, on voit très bien que l'artiste a été fasciné par le travail qui a consisté pour lui à rendre compte en peinture du schéma de broderie qui occupe de façon somptueuse la manche du vêtement. Mais quel rapport y a-t-il émotionnel entre l'emblème œillet et le visage? Le visage est étrangement absent, enfin, où il y a une absence étrange dans le visage de tout élément émotionnel profond. Et vous avez ici, évidemment, une autre gravure de Dürer, que l'on connaît bien sûr sous le nom de la mélancolie. On ne va pas s'attarder parce que c'est tellement connu, vous le savez, il y a même le carré magique ici, hein, qui fait que quand vous additionnez tous les chiffres dans n'importe laquelle des colonnes, dans n'importe quel sens, horizontal ou vertical, vous retombez toujours sur le même nombre. Comme si finalement on vous disait, le but de la connaissance, c'est de retomber toujours sur les mêmes choses et de vous enfermer à l'intérieur d'eux. C'est probablement pourquoi elle tient son compas dans une main et de l'autre, elle dépose la joue sur sa main plus ou moins fermée. Et ce geste est devenu emblématique d'une émotion qui est la mélancolie. On y revient dans un instant. Et quand vous allez chez Lucas de Leyde, Les fiancés, qui est à l'exposition, vous voyez bien que le thème des fiançailles, c'est évidemment l'anneau qui est glissé par l'homme au doigt de la femme. Mais si vous regardez les visages, pas absolument sûr qu'un amour dévorant de l'un pour l'autre y soit révélé. Par contre, c'est l'objet qui porte évidemment l'émotion. Alors, l'émotion, on va y aller par évidemment les caravagesques. Ça, c'est clair. Vous avez ici un caravagesque italien très peu connu qui s'appelle Angelo Caroselli. Ce n'est pas du tout Bartolomeo Manfredi et Carlo Saraceni, hein, les disciples les plus proches de Caravage. Mais en même temps, vous sentez bien qu'ici, dans la gestuelle et dans le visage, il y a la jeune femme, il y a l'entremetteuse et il y a le monsieur qui se demande si l'entremetteuse est en train de l'aider à accéder à la jeune femme ou si, au contraire, elle est en train de l'empêcher d'accéder à. Alors, le thème de l'entremetteuse est extrêmement important parce évidemment, il est lié à l'émotion du désir. Et j'ai repris ici une image que je crois nous avons déjà vue, c'est-à-dire une image qui vient de ce seul lieu resté catholique romain dans les Provinces-Unies qui avait basculé dans la Réforme, c'est-à-dire la ville d'Utrecht. Et vous savez que 3 peintres d'Utrecht, Terbruggen, Dirk van Baburen et Gerard Gerrit van Honthorst, sont partis à Rome
en tant que catholiques romains, ça ne leur pose aucun problème. Et ils sont partis à Rome à un moment où, justement, eux ont vu Caravage, eux ont vu Bartolomeo Manfredi, eux ont vu Carlo Saraceni et ont rapporté à Utrecht ce caravagisme assez brillant, il faut bien le dire. Et là, vous sentez que de manière assez ironique, au fond, l'entremetteuse, elle n'est pas en train de vendre la jeune fille au jeune homme, mais plutôt de vendre le jeune homme à la jeune fille, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le doigt, voilà. Et vous sentez que dans les visages, en particulier dans le visage de la jeune fille, vous avez quand même l'entrée en force d'une émotion que nous n'avions pas vue jusque-là. Autre caravageste d'Utrecht, beaucoup moins connu, qui s'appelle Johannes Morelze, qui probablement, lui, n'est pas allé à Rome, mais a bénéficié du retour de Rome des 3 précédents. Et là, vous entrez effectivement dans une Marie-Madeleine pénitente. Nous ne sommes plus dans la Marie-Madeleine et la nudité correspond évidemment à la fois à la nudité de l'ancienne femme de mauvaise vie, l'ancienne prostituée, hein, qui convertit, propose maintenant une autre vision de la nudité, c'est-à-dire le dépouillement, la vulnérabilité, l'idée que la seule chose qui compte pour elle, c'est de suivre celui qui représente pour elle le sens de la vie, et que, en attendant, on est dans un contexte de pénitence, de vanité, puisque vous avez ce crâne en premier plan, hein, sur lequel a été déposé probablement. Est-ce que c'est des feuilles de papier? Est-ce que ce sont des morceaux de tissu? Ce n'est pas très clair à identifier. Et de l'autre côté, vous avez évidemment Guido Cagnacci. Guido Cagnacci, c'est un Bolonais qui vit donc sous l'influence des Caraches, Hannibal et Augustin, et Louis, le cousin. Et vous avez ici quelque chose qui n'est pas du tout du caravagisme, mais une sorte de remise en route de la perfection formelle de Raphaël contre les égarements crispés du maniérisme de la fin du XVIe. Et alors, cette Marie-Madeleine, elle nous emmène de Cagnacci également sur cette allégorie de la vanité et de la pénitence. Alors, je veux bien jouer le jeu. Je vois bien qu'il y a l'œillet et l'autre fleur, que j'ai un peu plus de mal à reconnaître, qui parlent de la vanité. Je veux bien qu'il y ait le crâne de mort qui soit l'instrument classique de la pénitence. Mais je me demande si je regarde vraiment à droite et à gauche et si je ne suis pas plus tenté de regarder au centre, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, l'allégorie de la vanité devient un tout petit peu un prétexte au voyeurisme. Hein. Et l'émotion qui est censée être suscitée par ce tableau n'est peut-être pas l'émotion que le tableau recherche vraiment. Alors, ce jeu des attributs dans la création de l'émotion ou dans l'expression de l'émotion, on a souvent parlé ici de Cesare Ripa et je me suis dit, il faut quand même que je profite de cette exposition pour leur montrer un portrait de Cesare Ripa, qui est un Génois, vous le savez, et qui est très, très important dans l'histoire de la peinture, parce qu'en 1593, là où certains produisent des dictionnaires de mots, lui a produit un dictionnaire d'images. C'est-à-dire qu'il dit au peintre, vous achetez mon livre, et puis, quand vous avez une inspiration thématique, quand vous voulez faire ceci ou cela, ben, vous regardez et vous vous noyez. Hein. Si vous voulez évoquer le danger, hein, vous représenterez peut-être un personnage à la fois proche des eaux, menacé par un serpent, sous l'influence de l'orage, etc. Pensez à mettre ça dans votre tableau. Si vous voulez représenter un personnage qui parle de la sollicitude, bah, vous représenterez quelqu'un qui, dès le soleil levant, dès le coq qui chante, est déjà là en train de travailler le sablier à la main pour ne pas perdre de temps.
Puis alors, ce qui est très émouvant, parce qu'au fond, probablement, là, Ripa est en train de pomper Durer. C'est-à-dire qu'on vous dit, Ripa vous dit, si vous voulez représenter un personnage qui soit mélancolique, il faut replier le poing ou la main et poser la joue sur. Et ça, c'est pas évidemment Durer qui a regardé Ripa, c'est Ripa qui a regardé Durer et qui, voilà. Et alors, à l'exposition est présent ce tableau dont on vous dit à juste titre que c'est de l'école de Rembrandt, c'est-à-dire que c'est probablement quelqu'un qui a regardé Rembrandt, mais qui n'est pas Rembrandt. Si vous vous souvenez de la manière dont les personnages sont habillés au début de la carrière de Rembrandt, le personnage qui est là est habillé comme du jeune Rembrandt, évidemment. Et vous voyez bien que le tableau s'inscrit dans le fonctionnement traditionnel des vanités. Vous avez évidemment, vous le savez, trois grandes libidos. La libido sciendi, le désir de savoir, la libido vivendi, le désir de jouir, et la libido dominandi, le désir de dominer, de maîtriser et d'affirmer son pouvoir, qui ici, probablement, se manifesterait par les armes. Et alors, vous voyez bien que les armes déposées ici ou même accrochées là, et le fait que le personnage est dans la position de la mélancolie suggérée par Ripa à partir de Durer, ça consiste à dire que le personnage n'y croit plus trop, ou se demande effectivement. Et l'émotion du personnage, c'est à quoi bon? J'ai cru à ça, mais finalement, à quoi bon? Et donc, derrière ça, vous pouvez engager toute l'émotion de quelqu'un qui a peut-être réduit son identité ou la plasticité de son identité à simplement être un guerrier et qui tout d'un coup se demande s'il ne faudrait pas reconquérir d'autres espaces d'identité que le seul espace guerrier. Et du coup, évidemment, si dans l'iconologie de Ripa, Ripa vous dit quand vous voudrez représenter Clio, il faudra qu'elle ait un livre, ça c'est les manuels d'histoire, les textes historiques, et il faudra qu'elle ait une trompette, parce que l'histoire, ce sont les trompettes de la renommée pour ceux qui ont évidemment illustré les siècles passés. Eh bien, dans l'atelier du peintre, le chef-d'œuvre absolu de Vermeer, vous voyez bien que la Clio de Vermeer qui est là, elle emprunte à Ripa les deux attributs de son identité. C'est-à-dire, elle tient dans la main droite une trompette et dans la main gauche, effectivement, un livre. Alors, au-delà du côté peut-être un peu mécanique de « je regarde Ripa, je sais comment exprimer une émotion », on arrive à des choses évidemment plus libres. Tableau dont il existe plusieurs versions, dont personne n'est très sûr parmi ces versions laquelle est l'original, mais dont tout le monde s'accorde à penser qu'il y a un original de Georges de la Tour qui représente effectivement cette rixe de musiciens, et que ce tableau de Georges de la Tour est quand même assez essentiel parce que l'émotion, elle vient de la menace et de la violence, qui est représenté ici par le personnage qui, au centre, a un couteau. Qu'en même temps, Georges de la Tour a l'intelligence de ne pas vous plonger immédiatement dans le tristoun. Regardez, il y avait des gens qui s'en foutent, ça amuse, trouvent ça marrant. Mais par contre, et c'est assez bouleversant, vous avez sur la gauche le visage de cette femme qui est vraiment dans la peur, probablement presque dans la terreur, puisque peut-être l'un des deux personnages du centre, destiné à être le porteur de violence ou la victime de la violence, est la personne qui fait pour elle le sens de son existence. Et vous voyez la façon dont Georges de la Tour est capable d'articuler une variété d'émotions dans un tableau qui date en gros de 1625-1630. Là aussi, on est complètement encore dans un climat caravagesque.
Si Louis Boilly avait pris chacun des visages simplement et les avait mis ensemble, vous auriez effectivement cette collection de visages contrastés dont il a fait finalement la formule du réel. Alors évidemment, l'émotion, elle va forcément naître à l'âge du sentiment. Entre, je dirais, encore une fois, et je suis désolé d'y revenir, mais on ne peut pas ne pas y revenir, entre Locke et Hume d'un côté, et puis inévitablement dans le sentiment Rousseau de l'autre. Et vous savez que Rousseau ira à Édimbourg rencontrer David Hume, hein, et que Alan Ramsay, le grand peintre, le grand portraitiste écossais qui était là à l'époque, réalisera 2 portraits absolument superbes, l'un de Hume et l'autre de Rousseau, pour commémorer la rencontre entre les deux. Et d'un côté, vous avez donc Locke et Hume qui vous disent votre rapport au monde passe par la sensation qui va se manifester dans une émotion. Et de l'autre, vous avez effectivement un Rousseau qui vous dit que la seule voie d'accès au réel, c'est le sentiment, en fait, donc probablement l'émotion. Et là, vous avez à l'exposition des choses extrêmement intéressantes. Comme ça, par exemple, Nicolas Bernard l'épicier, où vous avez ces visages d'enfants dont la capacité d'exprimer l'émotion est complètement enracinée dans l'Émile de Rousseau. C'est-à-dire cette idée que non, ce qui est intéressant chez l'enfant, ça n'est pas l'homme en devenir, c'est l'enfant qui est là. Et que la capacité de l'enfant à ressentir, à éprouver des sentiments et donc à manifester des émotions, cette capacité de l'enfant, elle doit être regardée indépendamment de l'adulte qu'il deviendra. Et j'avoue que j'ai été très ému personnellement en découvrant ce tableau, dont je trouve que la juxtaposition de la diversité émotionnelle est assez extraordinaire, accompagnée de ces fleurs diverses elles aussi, mais toutes évidemment coupées et qui disent probablement la fragilité et le destin à l'effacement de ce moment de l'enfance. Alors, l'enfant qui pleure, il est là, bien sûr, chez Louis Aubert. Voilà. Et Jean-Baptiste Greuze est quelqu'un qui va peut-être le premier envisager un fonctionnement un tout petit peu pervers de l'émotion, c'est-à-dire une délectation de l'émotion pour l'émotion jusqu'à une proximité avec ce qu'on n'appelle pas encore le morbide, mais qui va le devenir. Alors ça commence évidemment par fallait-il vraiment relever la robe jusqu'à la moitié de la cuisse? Est-ce que ça s'imposait pour une jeune fille à la colombe? Est-ce qu'il s'agit de montrer que ce vêtement blanc lié au plumage blanc de la colombe qui semblerait suggérer la pureté est peut-être en fait une dissimulation pas très adroite d'autre chose? C'est clair. Et là, vous avez, regardé, c'est voilà, ça j'aime beaucoup. C'est Greuze qui vous dit, bah oui, l'œuf s'est cassé. Le monde, ça casse. Et alors, est-ce que métonymiquement, si le monde, ça casse, je vais casser moi aussi? Parce que c'est ça que ça dit, une image comme ça. C'est probablement pour la première fois dans l'existence d'un enfant, la prise de conscience du fait que ça casse. Et si ça casse, est-ce que tout casse un jour ou l'autre? Et si tout casse un jour ou l'autre, est-ce que ça veut dire que moi, je casse aussi? Alors évidemment, l'enfant ne va pas exprimer ça, il ne va pas le verbaliser. Mais je trouve que l'intelligence de Greuze, c'est de montrer que ce qui est probablement destiné à être verbalisé un jour est déjà quand même en train de travailler le sujet à ce moment-là.
Eh oui, le Zozio, il est mort. Le Zozio, il est mort, les fleurs, elles sont coupées. Hein, et comme disait l'autre, on est mal barré. Ça va finir. Et si ça va finir, ça veut dire que j'ai beau essayer de penser que moi, je ne vais pas finir, mais voilà. Alors, en même temps, vous avez un Greuze qui, je n'ai pas voulu trop insister là-dessus, mais vous voyez qu'il y a une prolifération de la vie qui est peut-être un moyen de compenser cette espèce d'insinuation à la fois discrète, mais en même temps obsédante de la mort. Donc, la mère bien-aimée entourée de cette foultitude d'enfants dont on se dit qu'ils n'ont peut-être été produits finalement que pour exorciser la mort. Parce que voilà. Et vous avez de l'autre côté, évidemment, Fragonard. Hein. Alors, Fragonard, c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, vous parler d'une innocence de la sensation et d'une innocence de l'émotion à travers, évidemment, la balançoire. Je pense qu'on peut faire créer de plutôt gauche, certainement d'une admiration et d'une séduction, mais peut-être plutôt pour la grande sœur que pour. Et alors, un des Fragonard qui m'a toujours le plus fasciné, c'est celui-ci. Et là, Fragonard réussit à vous montrer par la composition du tableau une émotion que lui ressent et qui n'est pas évidemment l'émotion du personnage. Le fait que le personnage ne soit pas de face mais de profil veut dire que l'axe d'intérêt du personnage n'est pas lié à moi qui la regarde. Et donc tout d'un coup, je prends conscience du fait d'une absorption de l'autre en elle-même ou en lui-même dont je suis exclu. Et l'émotion, évidemment, de Fragonard ici, c'est celle de l'exclusion. Elle peut vivre sans me regarder, alors que je ne suis pas sûr de pouvoir vivre sans la regarder. Et là, alors malheureusement, le tableau n'est pas à l'exposition parce qu'il est à Washington et Washington, la National Gallery of Art ne l'a pas prêté. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. C'est ça, si vous voulez, pour moi, le charme de cette exposition, c'est qu'à la fois, vous avez des toiles qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre patentés, etc., mais vous n'arrêtez pas de penser à d'autres toiles et vous n'arrêtez pas de mettre en rapport les choses. Et je trouve ça, c'est de même, si vous voulez, que la balançoire de tout à l'heure, balançoire innocente, ne peut pas ne pas vous faire penser à une balançoire perverse. C'est-à-dire que je me demande ce que le monsieur regarde ici. Quand par ailleurs vous savez que c'est un abbé qui est en train de tirer la corde, et quand je m'aperçois que la sandale est partie, je me dis que c'est peut-être une métaphore pour autre chose qui s'en va et qui ne reviendra pas. Et en même temps, vous voyez bien, c'est ça que j'aime beaucoup chez Fragonard, peut-être plus que chez Greuze, dont je trouve l'évidence sentimentale et peut-être plus sentimentale que vraiment émotionnelle. Alors que là aussi, si vous voulez, toujours chez Fragonard, vous avez ce personnage que vous regardez représenter la fidélité à l'aide du chien qui est évidemment assis à côté sur la droite, mais aussi à l'idée que tout passe et que même si on sait que rien ne restera, il n'est pas inimportant d'essayer de marquer le temps du signe d'une présence. Alors bien sûr, c'est dérisoire, mais ça n'est pas parce que c'est dérisoire qu'il est pour autant inutile de le faire, qu'on est pour autant dispensé de le faire. Et là, tout d'un coup, on est chez un Fragonard qui devient
un stoïcien élégant. Elle sait bien qu'elle disparaîtra, elle sait bien que celui dont elle parle disparaîtra aussi, mais elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de pérenniser par ce signe la réalité d'une fascination, d'un amour. Alors, cela dit, évidemment, Fragonard vous parle aussi de la violence du désir, ça, de l'émotion d'une violence du désir. Et vous ne saurez jamais vraiment si la manière dont la femme se refuse est destinée à manifester un refus ou au contraire à accentuer finalement le désir de l'autre. Mais le même Fragonard qui vous fait ce moment effectivement d'une intensité émotionnelle très forte et dont la sensualité est évidente, est capable de vous faire ça. C'est-à-dire une autre forme d'émotion devant un visage qui commence à se défaire, mais dont on voit bien que ce visage témoigne de la qualité d'un regard, de la sagesse d'un regard. Et quelle que soit par ailleurs la beauté du chapeau, la beauté du vêtement, c'est vers l'intensité du regard que nous sommes requis. On juge les gens à l'intensité de leur regard. Vous vous souvenez de cette phrase magnifique d'André Gide dans Les Nourritures, hein, que l'intensité soit dans le regard et non dans la chose regardée. Et alors, j'ai toujours pensé que Fragonard avait eu là une influence à la fois sur le père et sur le fils, c'est-à-dire sur les deux Tiepolo, et probablement plus encore sur Gian Domenico, le fils, que peut-être sur Giovanni Battista, le père. Et vous sentez ici une intelligence du regard de Gian Domenico Tiepolo sur l'ambiguïté du personnage, qui est à la fois visiblement un intellectuel, le livre qu'il tient à la main, et en même temps, vous avez une sorte de légère rapacité, là aussi, c'est pour reprendre un terme qu'on avait utilisé tout à l'heure à propos de Charles Lebrun, qui, personnellement, moi, me paraît assez évidente, et je trouve qu'il y a une manière de la part de Tiepolo de suggérer ces émotions contradictoires, ces tensions qui est assez remarquable. Vous voyez que le travail de Boilly, hein, ces rassemblements d'eux, ou le travail de Lavater, c'est quelque chose qui informe une partie de l'histoire de la peinture, ces regroupements effectivement de têtes de satire et de têtes grotesques. Hein. Puis alors, vous avez une œuvre que j'aime infiniment, celle-ci. Pline l'Ancien, dans ses anecdotes de peinture, dit que le meilleur moyen d'évoquer l'émotion, c'est de ne pas la montrer. Comme ça, le spectateur imaginera l'émotion. Et il l'imaginera probablement plus intense que peut-être le peintre n'aurait pu la représenter. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce portrait de Gian Domenico Tiepolo, dont vous voyez bien que le fait que ce somptueux chapeau rouge, qui n'est pas vermérien, mais bon, ce somptueux chapeau rouge, descend jusqu'à la hauteur des yeux, jusqu'à les dissimuler, et vous oblige donc à entrer dans une émotion, vous, qui est le travail d'imaginer l'émotion de lui. Et ça, pour moi, c'est très fort. Alors, on va sortir de ça pour revenir vers quelque chose de plus ironique. Vous avez un Joseph Ducreux, qui est portrait de l'artiste sous les traits d'un moqueur, avec une version en pied et puis une version simplement en torse. Et au fond, de qui il se moque? Ben de vous, bien sûr, tout à fait, absolument. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que, au fond, son émotion de moquerie, elle n'est pas sans objet.
l'objet de son émotion de moquerie, c'est forcément ce qu'il désigne, c'est-à-dire en premier et en dernier ressort, vous. Et il vous dit, vous perdez votre temps à quoi là? Vous cherchez à trouver quoi? Alors évidemment, un des lieux de l'émotion, nous avons ressenti ça magnifiquement hier soir avec les amis du Cercle Shakespeare, puisque nous terminions la 8e et dernière séance de Shakespeare cette année consacrée à Othello, dans l'extraordinaire version de Jonathan Miller, et dans laquelle Anthony Hopkins joue le rôle de Othello. Et on était, c'est vrai, le dernier acte auquel nous avons consacré l'heure 40 d'hier soir est absolument fabuleux. C'est vrai que le théâtre, c'est un lieu où pratiquement, enfin j'ai souvent expliqué ça, vous renoncez à quoi? Vous renoncez au mouvement, vous renoncez à la parole, vous renoncez à la lumière, et ce mouvement, cette parole, cette lumière, vous la donnez à ceux sur scène, quand le rideau s'ouvre, qui, eux, n'en ont pas. Et qui reçoivent de vous le mouvement, la parole, la lumière. Et en échange de cette réalité que vous sacrifiez, parce qu'évidemment, vous n'allez plus parler, vous n'allez plus vous agiter, hein, en échange de cette réalité que vous avez accepté de sacrifier et de leur donner, ils vont vous rendre la vérité. C'est-à-dire que cette réalité de présence, de lumière, de parole, de mouvement à laquelle vous renoncez en allant au théâtre, c'est pour qu'en échange de ce don que vous leur faites, à eux les acteurs, ils vous rendent, eux, par la puissance du texte, la vérité. Et là, vous avez effectivement une Rachel, hein, dans le rôle de Lady Macbeth, hein, cette extraordinaire scène du somnambulisme, où vous savez, Lady Macbeth erre dans le château en se frottant les mains, parce qu'elle est persuadée que sur les mains, il y a encore une trace, une goutte du sang de Duncan que elle et son mari ont assassiné. Assassinat terrible, puisque c'est celui d'un roi qui était loin de Dieu, et en plus d'un roi qui était leur hôte. Donc ils ont vraiment... Et vous voyez qu'ici, elle est en train de... Voilà. Et c'est une manière. Et alors, il y a cette autre Lady Macbeth absolument étonnante, réalisée par le très grand peintre mondain de la fin du 19e siècle, mais qui n'est pas qu'un grand peintre mondain, John Singer Sargent, qui représente ici une des plus grandes actrices anglaises shakespeariennes de la fin du 19e siècle, Ellen Terry, dans le moment où Lady Macbeth assume la couronne à laquelle l'assassinat de Duncan lui donne effectivement droit. Et là, on est en plein dans un type d'émotion qui est essentiel chez Shakespeare, c'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire que vous, le public, vous savez que ceci ne durera pas, alors que Lady Macbeth probablement espère que ça y est. Voilà. Ici, Talma, dans le rôle d'Hamlet, comme par hasard, c'est le moment vraiment où, si vous voulez, en partie sous l'influence de Victor Hugo, puisqu'il va écrire un texte magnifique sur Shakespeare et que lui-même va entrer dans un rapport au théâtre qui sera très influencé par Shakespeare, contre, évidemment, la norme du théâtre classique français, qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Cette unité de temps, cette unité de lieu, cette unité d'action, qui entraîne aussi une unité de ton. Alors qu'on le revoyait hier soir chez Shakespeare, c'est toujours au moment le plus tragique chez Shakespeare que surgit pendant quelques instants le grotesque et le dérisoire. Ce qui serait insupportable au nom de l'unité de ton du classicisme français. Et c'est vrai que les acteurs, Rachel, Talma, ces gens qui ont été les très grands acteurs de la fin, du début du 19e siècle, ont commencé à regarder systématiquement vers Shakespeare plutôt que vers le théâtre classique français. Ici, une autre actrice, Kitty Fisher, dans le rôle effectivement de Cléopâtre, le moment où Cléopâtre verse la perle dans le vinaigre où elle va se dissoudre avant qu'elle boive le vinaigre. Et là, vous avez évidemment Kitty Fisher. Et là, regardez, c'est très étonnant.
On est de retour un bon siècle et demi avant. J'avais oublié, moi, cette histoire de Mazarin arrivant avec, alors certains diraient ses filles, mais ce n'était pas ses filles, bien sûr, c'était ses nièces, puisqu'il était cardinal. Alors bon, peut-être que, voilà. Et qu'on appelait, vous le savez, les Mazarinettes. Et là, vous avez une Mazarinette, Hortense Mancini, duchesse Mazarin, qui s'amuse à incarner Cléopâtre, dans un geste évidemment de séduction, puisque c'est ce geste un peu déraisonnable de laisser une très belle perle de grand prix se dissoudre dans du vinaigre avant de boire le vinaigre où elle s'est dissoute, qui va complètement, enfin, sinon séduire, au moins créer chez Antoine une espèce de suspens, voilà. Et alors évidemment, c'est très intéressant à l'exposition, puisqu'il y a ce tableau d'Émile Signol qui s'appelle La fiancée de la Mermour et qui va, d'une certaine façon, rassembler à la fois le premier auteur de best-seller de l'édition européenne, hein, puisque vous savez que le premier auteur de best-seller de l'édition européenne, c'est Walter Scott. Et Walter Scott, c'est lui qui va écrire effectivement voilà, l'histoire de Lucie de la Mermour. Mais que, inévitablement, vous avez aussi un autre aspect d'une nouvelle forme d'émotion qui va se développer tout au long du XIXe siècle, c'est l'opéra. Et vous savez bien sûr que Lucie de la Mermour deviendra chez Donizetti Lucia di la Mermour. Et ici, visiblement, Émile Signol, c'est quelqu'un qui dit, hein, l'émotion à notre époque, elle est nourrie par le roman, mais elle est nourrie par l'opéra. Et quand un livret d'opéra s'inspire d'un roman qui, alors là, ça marche très bien. Et là, vous voyez effectivement qu'on a une Lucie de la Mermour qui est dans une position de repli complet autiste sur elle-même. Et le seul moyen que nous avons de nous expliquer ça, ce sont bien sûr les 2 taches de sang sur cette robe blanche, symbole de pureté, qui rappellent le meurtre d'Arturo, son fiancé. Alors, solitude et être ensemble. Au musée de Brooklyn, de manière très étonnante, vous avez ce tableau d'un peintre dont personnellement j'ignorais complètement l'existence, qui s'appelle Chevalier Fréhol de Bonne-Maison, et qui en 1789, une année célèbre pour d'autres raisons, a fait ce tableau d'une femme dont il dit qu'elle est effectivement rattrapée par la tempête. Alors on est dans une esthétique du sublime, ce qui défait les certitudes rationnelles de l'humain et qui replonge l'humain dans la suprématie du sentiment, non pas la raison, mais l'émotion. Et donc, évidemment, une des premières émotions essentielles, c'est la peur et le sentiment de l'abandon. Alors, présente à l'exposition une des 2 versions des Amants de Courbet, qui célèbre, dit-on, l'être ensemble. Et vous voyez, ça aussi, ça a été pour moi une occasion extrêmement intéressante de l'exposition. J'avais pu regarder ce tableau-là depuis longtemps, et je vivais sur 3-4 mots qui disent par-ci, par-là que, voilà, les Amants de Courbet. Plus je les regarde, moins je suis sûr que l'émotion soit véritablement dans un bonheur de l'être ensemble. Enfin, je peux me tromper. C'est peut-être effectivement, bon, voilà. Vous savez qu'il y a 2 versions, celle du Musée des Beaux-Arts de Lyon, que je vous montre là, et celle du Petit Palais, qui est à l'exposition. Mais ce parallélisme des visages, dont je surinterprète peut-être le fait que les visages me semblent être dans une émotion de retrait et d'éloignement, et je peux me tromper,
Voilà. Alors, bon, vous l'avez compris, c'est l'affiche de l'exposition. C'est l'affiche de l'exposition à cause des larmes, bien sûr, hein. Mais cette affiche de l'exposition, c'est un tableau de Claude-Marie Dubuffre qui date de 1828 et qui s'appelle La lettre de Wagram. Alors, vous voyez bien que c'est une manière d'exprimer à travers l'émotion de cette femme une émotion peut-être un tout petit peu dissidente sur l'épopée napoléonienne. Vous me direz, sous la Restauration, c'est peut-être pas étonnant. Mais vous voyez bien que cette femme vient de recevoir une lettre qui lui dit que probablement l'homme qu'elle aime est mort à Wagram. Alors, on essaie de la consoler avec une Légion d'honneur qui est là, mais voilà. Et là, il y a beau y avoir cette reconnaissance de l'héroïsme de l'émotion, c'est l'absence, c'est la perte. C'est le fait que la personne qui faisait pour vous le sens du monde s'en est retirée. Là aussi, Émile Friand est quelqu'un que personnellement j'aime beaucoup. C'est un peintre, vous savez, nancéen. Il y a eu à peu près, il y a 6 ans, une assez étonnante rétrospective d'Émile Friand au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Et on a choisi de faire venir ici ce tableau, enfin de faire venir à l'exposition ce tableau qui s'appelle Les Amoureux, idylle sur la passerelle. Puis je vous dirai le 3e titre possible dans un instant. Vous voyez bien qu'il y a quand même un problème qui est, voilà, l'automne. Les sanglots longs des violons de. Et si vous la regardez, elle, attentivement, vous voyez bien qu'elle a plié ses mains et qu'elle a déployé plutôt ses mains, probablement, ou plié peut-être, je ne sais pas, et en tout cas, elle a déposé sa joue sur les mains. On est donc bien là dans une attitude qu'on a définie tout à l'heure comme étant celle de la mélancolie. Et donc, ces amoureux, cette idylle sur la passerelle, qu'elle ait comme 3e titre Soir d'automne, ce n'est pas tout à fait étonnant. Alors, je vous ai remis un autre tableau de Friand que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Toussaint, et où vous sentez que Friand est à la fois assez fasciné par ces robes noires du deuil avec le contraste entre les robes et les fleurs. Et puis, vous avez la grande question de Matthieu 25. C'est très beau d'aller rendre un culte chrétien, bien sûr, aux morts. Mais la grande question, c'est j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Alors, j'ai souvent longuement regardé la main de la petite fille pour me demander s'il y avait une pièce dans la main de la petite fille. Il n'y a pas de pièce. Et donc, ce que le tableau vous dit, c'est que l'émotion du deuil, c'est important, mais que l'émotion que devrait provoquer en vous la souffrance, la fragilité de celui qui est là sur le bord de la route et qui vous dit que, voilà, sans votre charité, il n'y arrivera pas, c'est assez essentiel. J'aime beaucoup ça. Je n'ai jamais très bien compris, ça s'appelle Le Rêve. Le peintre s'appelle Charles Chaplin, de façon un peu étonnante. Et je n'ai jamais très bien compris si c'est elle qui rêve ou si c'est nous qui la rêvons. Alors, à côté de ça, qui est très paisible et très émouvant, vous avez bien sûr des choses beaucoup plus violentes et beaucoup plus tendues. Dans cet être ensemble, vous avez un être ensemble du désordre, de la confrontation, de la violence physique, voilà, qui révèle évidemment des émotions contradictoires, puisque vous avez ici un combat de coq en Flandre. Ce combat de coq donne nécessairement lieu à un système de paris. Et dans ce pari, dans ces paris, certains vont perdre et d'autres vont gagner. Et l'émotion de la perte ou du gain, comme dans effectivement la rixe des musiciens de Georges de la Tour tout à l'heure, elle se traduit par la violence de gestes, par
le côté grimaçant des visages et l'idée que, bien sûr, il y a du règlement de compte dans l'air. Alors, vous n'allez pas aimer le tableau suivant, vous aurez raison. Et vous voyez, pour moi, c'est extrêmement intéressant. On dit en 1853. Ça s'appelle, oui, je crois qu'il y en a qui sont en train de voir que dans la marmite, il y a évidemment la jambe du bébé. Hein, d'accord, bon, très bien. Et alors, vous me direz, on ne devrait jamais regarder un tableau en fonction de son titre. Le titre est là en supplément. L'image devrait parler toute seule. Et là, vous avez quand même besoin du titre, puisque le titre, c'est « Faim, folie et crime ». Et d'un seul coup, et ça c'est très important, vous devinez que l'émotion dont témoigne cette femme, qui est la folie, bien sûr, qui l'a conduite au crime, elle ne va plus faire l'objet d'un jugement éthique enraciné dans une transcendance qui condamnerait le crime et sauverait l'innocence. Mais si on vous dit faim, folie et crime, vous sentez bien qu'il y a une dimension essentielle qui correspond probablement au premier moment de l'apparition de la sociologie. C'est qu'on va vous dire l'émotion qui a poussé cette femme au crime, c'est finalement l'émotion de la faim. L'émotion de ne pas pouvoir manger à sa faim qui l'a conduit jusqu'à la folie. Et quand une société permet à des membres de cette société d'être conduits par la faim à laquelle elle les soumet jusqu'au crime, alors la question n'est probablement pas tant la responsabilité du criminel que la responsabilité de la société. Et vous voyez, là, on est dans un territoire de l'émotion qui va glisser hors du métaphysique et de l'éthique enracinée dans une métaphysique pour arriver dans quelque chose qui est le sociologique. Rodin, bien sûr, hein, qui apparaît dans l'exposition à travers le cri. Et puis, quelque chose d'assez étonnant. Alors, c'est Eugène Carrière. Si vous connaissez bien votre musée Rodin, vous savez que au musée Rodin, il y a plusieurs très beaux Eugène Carrière, parce que Rodin avait une passion pour Eugène Carrière. Et vous avez ici un tableau qui a deux titres. Le premier, c'est « Femme à mi-corps, les yeux clos ». Jusqu'ici, tout va bien. Le deuxième titre, c'est « Jeanne d'Arc écoutant les voix ». Et j'avoue que je trouve ça étonnant. Parce qu'en pleine atmosphère saint-sulpicienne, parce que c'est clair quand même qu'à l'époque, le saint-sulpicianisme est galopant. Et donc, on devrait avoir une Sainte Jeanne d'Arc qui est déjà pratiquement en armure, avec des petits saints qui tournent autour pour lui dire « allez, il faut le voir ». Et là, la volonté de Carrière, qui est quand même un assez grand peintre, c'est de vous dire, au fond, mais vous croyez vraiment que quand elle a entendu les voix, elle se dit « ah ben oui, c'est très simple, hein. Je vais aller délivrer le dauphin, le roi est mort ». Elle n'a probablement rien compris à ce qui se passait. Elle s'est dit « mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Et je trouve qu'il y a là une intelligence de l'émotion réelle. L'émotion de Jeanne, quand elle entend les voix, c'est de se dire « mais qu'est-ce que c'est ?» Et probablement, dans un premier temps, de ne rien comprendre à ce que ces fameuses voix lui disent. Et je trouve que l'intelligence de Carrière de privilégier ce moment d'émotion qui est finalement une incapacité à entendre ce qu'on lui dit, ça, c'est quand même… Alors, cet aspect sociologique, on le voit ici, hein, à travers quelque chose qui est la montée en force de l'addiction. C'est-à-dire que face à l'aspect insupportable de certaines émotions, l'addiction va devenir le refuge devant l'intensité intolérable de l'émotion. Et vous avez ici des gens qui sont probablement… Alors, c'est très étonnant, parce que vous avez des gens qui sont déjà complètement enfermés en eux-mêmes. La présence féminine à gauche, en rouge.
l'homme à droite devant son boc de bière, et vous avez en même temps la présence d'une violence dans la discussion, et cette juxtaposition entre une atonie émotionnelle et une intensité émotionnelle, je la trouve… Vous voyez, pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt de l'exposition. C'est pas des chefs-d'œuvre, ce sont des choses qui n'arrêtent pas de dire des choses intéressantes sur… Voilà. Et alors, évidemment, bon, je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Raffaelli, mais Jean-François Raffaelli, pour des raisons qui étaient probablement personnelles, c'est quelqu'un qui va être obsédé par l'absinthe et par les buveurs d'absinthe. J'aime beaucoup la façon dont le blanc de l'absinthe est en train d'envahir le monde de ces gens-là. Et cette absinthe qui fait que, à cause de l'absinthe, ils ne sont pas ensemble, ils sont juxtaposés, chacun dans son addiction, en parallèle. On va retrouver ça exactement chez un des plus grands tableaux de l'impressionnisme français, évidemment l'absinthe de Degas, où vous voyez bien que les deux personnages, le personnage féminin et le personnage masculin, ont beau être à côté, ils n'ont strictement rien à se dire et rien en commun. Et l'émotion est une émotion d'enfermement en soi que probablement l'absinthe est censée dissiper, mais qu'en fait, bien sûr, elle renforce, comme toute l'addiction. Et on retrouve ça, encore une fois, chez Raffaelli, et on retrouve ça de façon magnifique dans La Prune de Manet, qui est somptueux, et où on vous dit, il n'y a pas seulement l'addiction de l'alcool avec la prune, il y a aussi l'addiction du tabac. Et alors, ce qu'il y a de magnifique, c'est que on retourne du côté de Dürer et de Ripa pour vous dire cette double addiction à la prune et au tabac, elle vient d'une espèce de mélancolie essentielle. Puisque son visage vient reposer sur cette main fermée, il y a une sorte de mélancolie essentielle de cette présence féminine qui ne peut espérer se guérir d'elle-même que par. Et alors, c'est très étonnant, puisque ceux d'entre vous qui nous avaient fait l'amitié d'être là pour la conférence sur Gaudi, vous vous souvenez qu'il a été question des 4 Gats, cet extraordinaire café à Barcelone où se retrouvait toute l'intelligentsia de l'époque, y compris les 2 grands impressionnistes catalans que sont Ramon Casas et Santiago Rossignol. Et là, vous avez un tableau de Santiago Rossignol qui s'appelle Avant la morphine. Et vous avez un autre tableau de Santiago Rossignol, c'est une paire qui s'appelle Après la morphine. Et sur les tableaux dont on parle rarement, alors ils ne sont pas à l'exposition, hein, mais il se trouve que, bon, je les connaissais, que je me suis dit tout d'un coup, en voyant le Raffaelli de l'exposition, hein, celui-ci, j'ai dit, mais au fond, la prise en charge d'une émotion qui n'est plus gérable, soit dans son intensité, soit dans son atonie, par évidemment l'addiction, c'est quand même un phénomène assez étonnant qui existe dans la peinture de l'époque et qu'on retrouvera chez une femme peintre qui s'appelle Émilie Charmy et qui vous présente cette jeune femme à la seringue, dont le moins qu'on puisse dire est qu'on n'est pas dans fin, folie, crime qu'on avait vu tout à l'heure, hein, mais on a peut-être ici une sociologie de l'abondance débouchant sur une sorte de conscience du vide ou de prescience du vide qui entraîne évidemment dans. Alors, pour la fin, on va s'occuper évidemment de ça, puisqu'il y en a un. Bon, tout ce que je peux dire n'est jamais qu'un très, 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 très pâle reflet de l'immense travail que Jean-Claire Gérard Régnier a consacré à Zoran Muzic. Vous savez, Zoran Muzic, c'est quelqu'un qui vient de la côte est de l'Adriatique, d'au-delà de Trieste, qui s'installe à Venise. Et puis en 1943, parce qu'on sait très bien que
son sentiment à l'égard du nazisme et du fascisme n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un sentiment d'adhésion. Il va être arrêté et il va être transféré à Dachau. Alors, il n'y sera pas gazé, bien sûr, mais il sera incorporé dans l'administration du camp de concentration. Et je n'ai jamais très bien compris si c'est quelques heures ou quelques jours après son arrivée, il va assister à l'ouverture pour la première fois des fours. Et là, il va avoir une sorte d'émotion d'une intensité telle qu'il va voler un peu du papier de son travail administratif et même du papier hygiénique dans les toilettes du camp pour essayer de fixer sur le papier ce dont il a du mal à croire qu'il le voit. Et peut-être que finalement, ce portrait dont un certain nombre de gens pensent qu'il s'agit d'un autoportrait, il l'a réalisé pour essayer de donner à voir, de donner un équivalent visuel de l'émotion qu'il a ressentie. Et alors, vous le savez, de 1943 à 1970, Music n'a jamais touché les papiers, complètement obsédé par l'idée qu'en aucun cas l'intensité de réalité, de réalité destructrice dont il avait été le témoin ne pouvait être transformée en art, et en art qui pourrait éventuellement être acheté, vendu. Puis alors en 70, il a commencé à s'apercevoir que les papiers commençaient à se défaire. Et que donc, la fonction témoignage émotionnel de ce qu'il avait consigné et dont il n'avait pas voulu faire de l'art, le seul moyen pour cette émotion de survivre, c'était de passer du papier à la toile. Et il s'est donc lancé dans cette série absolument déchirante qui s'appelle « Nous ne sommes pas les derniers ». Alors, on va passer à quelque chose de complètement différent. C'est Jeanne Avril, dansant. Et donc, évidemment, apparemment, dans une sorte de gaieté. J'ai remis un Picasso, là, parce qu'il y en a un dans l'exposition. Picasso, Dora Maar, Guernica, Jeanne Avril qui danse. Et regardez Jeanne Avril qui va au travail. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'émotion joyeuse et acrobatique que suggérait la danse tout à l'heure n'est absolument pas l'émotion que ça, c'est la grandeur de Toulouse-Lautrec. C'est d'être capable, le verre, là, ici, est d'une froideur absolument totale. Un autre Picasso, et alors peut-être le Toulouse-Lautrec qui restera pour moi le plus précieux, c'est Jeanne Avril rentrant du Moulin Rouge. Et quand vous repensez à elle dansant, sous les regards et les applaudissements du public, dont les regards et les applaudissements, au moins du côté du public masculin, ne sont probablement pas sans certaines connotations. La manière dont elle revient chez elle, personnage extraordinairement fragile, solitaire, et même si vous ne voyez pas la blessure, c'est clair que la blessure est là. Alors, revenons un tout petit peu sur, pour conclure, Boilly. Je vous signale que vous avez en ce moment
au musée Clognat-Jay une exposition de Boilly, si les quelques Boilly que je vous ai montrés vous ont intéressé. Autoportrait grimaçant, j'aime beaucoup. Quintuple autoportrait. Se regarder soi-même ne pourrait être que narcissisme, sauf si se regarder soi-même, c'est une manière d'apprendre à regarder l'autre. En regardant l'autre en moi, j'apprends à regarder le moi qui est dans l'autre. Et alors, j'adore ça. L'ébahis. Regarder l'autre, non pas pour se lancer dans une nomenclature, mais regarder l'autre pour aiguiser le regard sur la différence. La perception d'une différence fondatrice de la sienne, disait Denis Vasse, jésuite psychanalyste, qui a beaucoup travaillé dans cette maison, la perception d'une différence fondatrice de la sienne dans l'acte même qui tente de la nier. C'est au moment où nous tentons de nier cette différence qu'elle nous devient la plus essentielle, structure toute l'expérience humaine. Et j'adore ça, qui est un autoportrait de Boilly, qui vous dit attention, n'oubliez pas que l'image n'a de sens que si elle est percée par l'émotion de la présence. Je voulais vous remercier de votre fidélité cette année. Je voudrais saluer la présence ici ce soir de notre présidente, Nicole Klein. Dans la séance de 17h30, c'était notre présidente fondatrice, Marie-Françoise Burgat, qui était là. Quelque chose de la vie de l'association se joue ce soir et dans la possibilité de nous retrouver ensemble en octobre prochain. Une assemblée générale va avoir lieu. Un appel a été fait à des candidatures pour que l'association vive. Et elle ne vit que pour vous et par vous. Donc, merci si vous pouvez vous manifester à l'occasion de l'Assemblée générale, tout simplement pour dire, voilà, telle chose, ça nous plaît, telle chose, ça nous paraît moins important, etc. On essaiera le conseil d'administration essaiera de réfléchir là-dessus, bien sûr. Si vous pouvez aussi consacrer du temps à l'association, elle vous en sera, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Et voilà, cette association, elle est pour vous, mais elle ne peut être que par vous. Et tout en remerciant Nicole d'avoir bien voulu reprendre l'association au moment où elle vacillait et de l'avoir remise avec fermeté, humour et émotion dans le droit chemin. Je crois que l'important pour nous, c'est que vous compreniez que sans vous, voilà, ça ne sera pas la même chose. Donc, en tout cas, merci d'avoir été là et dans la joie éventuellement de vous retrouver par avance en octobre prochain. Merci.